bienvenue sur l'art du fait maison. Aujourd'hui, on voulait faire une vidéo un peu dans la suite de celle qu'on avait fait sur les parasites, mais on allait faire quelque chose qui est plus d'actualité. C'est un peu les défis du climat, les défis des changements de météo d'une année à l'autre, spécialement cette année qui touche le nord de l'Europe par des pluies intenses et puis par du chaud, par de l'humidité, et qui finalement ici, au centre du Portugal, a aussi une certaine influence où on a eu de l'eau, d'après ce qu'on nous explique, comme rarement. Par exemple, hier, il a plu presque toute la journée. Et ça, encore une fois, ils ne se souviennent pas d'avoir vu au mois de juin une pluie, ils appellent ça une pluie d'hiver, parce qu'il pleut du matin au soir. Ça n'arrive pas souvent ici d'avoir une pluie. Alors on est content de l'avoir reçue, nous, la pluie. Je suis désolé de le dire comme ça, mais elle fait du bien par où elle est rentrée. Mais voilà, on va se concentrer un petit peu sur les défis du climat et peut-être comment on peut adapter notre catalogue de plantation, notre catalogue de graines et sur quoi il faut se concentrer et aussi sur les tests qu'on peut faire. Et nous, on va vous expliquer un petit peu les tests qu'on fait, les réussites et les ratés, où elles en sont maintenant. Et en fin de vidéo, je vais, pour ceux qui ont envie de faire encore ce tour, je vais parler un peu des semis qu'on peut encore faire en juillet. Il n'y en a pas beaucoup, disons, la saison est déjà bien tournée, mais ceux qu'on est vraiment maintenant dans la possibilité de lancer. Peut-être la première question, la première chose en fait qu'il faut se poser comme question lorsqu'on veut commencer à faire un jardin, à faire de l'autonomie, ou etc., à planter des plantes, c'est où est-ce que je me trouve géographiquement? Quelle est la zone climatique dans laquelle je me trouve? Alors, au sein d'un même pays, même si on est sur une même latitude, on peut très bien être dans une zone climatique différente. Si vous êtes né ou si vous êtes de la région, vous la connaissez extrêmement bien. Bien sûr qu'on parle partout de réchauffement climatique et puis que les choses vont changer, mais pour l'instant, elles vont changer 2030, elles vont changer 2000, je ne sais pas combien, on ne sait même pas dans quel sens elles vont changer. Alors, là, moi, en 2024, 2025, je veux faire un jardin, qu'est-ce que je fais? Il faut se concentrer sur ce qui va vous produire 90% de votre jardin. C'est-à-dire que si je suis dans une zone très froide, j'aurai besoin peut-être de mettre plus de choux que de tomates. J'aurai besoin de me concentrer sur 90% des plantes qui vont bien pousser dans mon environnement dans lequel je me trouve. Il y a plusieurs manières de savoir. Soit vous les connaissez directement vous-même, soit vous pouvez, par exemple, regarder les zones USDA qu'on retrouve facilement sur Internet, ou même si on prend par exemple la France, les zones sont différentes entre le littoral du nord, du sud, de la mer Méditerranée, du centre de la France, qui peut être plus froid que les montagnes tout près de la Savoie. Toutes ces zones, elles sont assez bien détaillées et on peut même retrouver jusqu'à un détail assez de microclimat. Donc par exemple, nous nous trouvons dans une zone entre la 10A et la 10B, on est à la limite entre les deux. La 10B, ça veut dire aucun gel, la 10A, c'est peu de gel. Donc nous, on sait maintenant déjà en 2 hivers qu'il y a un risque de gel et qu'il est bien présent, il est très faible, mais il existe quand même. Alors, par rapport à notre expérience qui avons vécu dans un climat assez frais, on était en zone, je ne sais plus quoi, 6B ou 7, où on se retrouve dans une zone 10A, 10B, on a tout un apprentissage énorme à faire sur finalement qu'est-ce qu'il faut planter et quand il faut les planter. Donc c'est la première chose, c'est l'étude finalement du calendrier et du catalogue de ce que moi je vais planter dans mon jardin. Et puis tous les climats où on se trouve par rapport à toutes les cartes informatiques que vous pouvez trouver, il n'y a rien de tel comme encore les microclimats dans lesquels vous vivez. Alors les microclimats, ça peut être bien évidemment sur notre terrain, entre les 27 mètres de dénivellation, entre en haut et tout en bas, on aura des températures différentes, des zones où la gelée au sol peut être plus importante. Vous allez avoir ça dans votre jardin, ça peut être influencé par des grosses pierres, par des étangs, par des murs, par des protections au nord. Donc les microclimats ne sont pas du tout à mettre à exception. Ils sont peut-être à mettre entre parenthèses
pour les grands frimas d'hiver, parce que si la température elle indique -6 ou -7 en hiver, vous aurez plus ou moins la même température au bout d'un hiver profond partout. Donc n'allez pas planter un citronnier si vous avez du -6, -7, ça va être compliqué pour le citronnier, même si vous avez un microclimat qui vous donne 2-3 degrés de plus. Donc il faut bien connaître aussi les microclimats sur lesquels on est, comme par exemple en Suisse, j'avais essayé la culture d'arachide, à petite échelle, 3-4 dans un tunnel, ça n'avait même pas bien fonctionné. Quand je vois, là je suis très content, l'année passée je vous avais expliqué les défis de germination, je suis très content de ce que ça donne, c'est vraiment génial, c'est joli à voir. Voilà, l'arachide ici au Portugal, ça pousse bien, elle adore ce climat, elle adore le sol, c'est quelque chose qui va bien. Et ça, là où nous étions en Suisse, ça n'aurait pas été possible. Alors peut-être au bord du lac Léman, c'est possible d'avoir des arachides, mais c'est probablement plus difficile qu'ici. Donc voilà, l'arachide, c'est adapté à là. C'est quelque chose que je savais en venant ici. Ça fait partie maintenant de mon catalogue de plantes que je sais que je peux mettre chez nous. Donc ayez une connaissance poussée de ce qui va bien pousser chez vous. Et souvent, je le découvre toujours plus, on a dans sa tête une idée de ce qui va bien pousser là, et on n'a pas assez tendance à aller voir, entre guillemets, chez le voisin ou chez des gens qui sont un petit peu allumés, comme je les appelle, qui font pousser certaines plantes qu'on n'avait pas imaginées, qu'on savait qu'elles existent, mais qu'on n'a pas imaginé mettre dans son jardin, etc. Ça pourrait être comme par exemple des asperges, ça pourrait être comme des plantes qui sont finalement pas nécessairement natives de la région où on se trouve, mais qui sont venues d'une région similaire et qui poussent très bien sous ce climat-là. Donc, quand on a fait le tour de toutes ces variétés de plantes, on peut se trouver à plus d'une centaine de plantes qu'on peut considérer qui vont bien pousser dans la région où on se trouve. Donc, ce n'est pas une petite étude, c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire de faire. Ensuite, par rapport au climat auquel on se trouve, on peut encore avoir donc, une certaine influence sur les microclimats. On peut gérer le trop d'eau, par exemple, en travaillant avec une serre, ou le trop peu de chaleur dans la période où on en aurait besoin avec une serre en plastique, ou on pourrait imaginer les serres semi-enterrées ou les serres qui peuvent être accolées à une maison. Ça, c'est créer des microclimats très locaux qui sont très efficaces. Et puis, par exemple, dès qu'on arrive à une certaine latitude, on a besoin de faire attention par rapport aux UV du soleil. Ici, ce n'est pas rare d'avoir UV 10, UV 11 dans la journée. Et je vous assure que si vous avez un seul fruit de poivron ou une seule tomate qui passe 2 heures au soleil par UV 11, ils sont cuits le soir. Donc, pour l'instant, cette année, je vous avais parlé du projet de faire de l'ombrage. On n'a pas réussi à le faire. Ce n'est pas que de notre faute, mais voilà, on a fait un ombrage de fortune parce qu'on sait que les plants de tomates qui sont dessous devront être protégés des UV qui vont arriver d'ailleurs dès la semaine prochaine, qui sinon vont tout détruire. Le maïs, par exemple, souffre énormément des UV forts. Donc, ce n'est pas quelque chose à prendre seulement à la légère. On veut du soleil pour ces légumes d'été, mais parfois le soleil il est trop fort. Donc, ça fait partie des défis et des choses qu'il faut localement regarder pour chacun. Alors par exemple, pour mon épouse me fait remarquer, c'est clair, nous on a dû apprendre, on nous a très vite mis au courant de ça, mais on a dû apprendre quelles sont les plantes qui vont résister à ces UV. Par exemple, étonnamment, le poireau, il souffre peu de la chaleur d'été, pour autant qu'il ait de l'eau, son feuillage ne souffre pas. Les melons auront tendance à vouloir être au soleil. Il y a les plantes comme bien sûr la pastèque ou les choses comme ça, tant qu'ils ont une certaine quantité d'eau à leurs pieds ou une fraîcheur à leurs pieds, ils sont très bien au soleil. C'est essentiellement les solanacées qui sont un petit peu sensibles parce que les fruits de ces solanacées sont sensibles au rayonnement solaire. Donc voilà, l'oignon par exemple se comporte très bien au soleil. Il a fallu qu'on adapte aussi notre façon de jardiner et on est toujours en train d'adapter et on apprend vite, mais on doit apprendre difficilement des fois par rapport à certains légumes ou certaines plantes qui n'apprécient absolument pas le soleil l'été. Donc ça, il faut prendre en compte, il faut bien savoir quelles plantes il faut mettre où. Par exemple, vous pourriez, l'été c'est toujours difficile d'avoir des salades, que vous soyez au nord de l'Europe ou au sud,
L'été, ce n'est pas facile de semer des salades. Si on en voudrait faire une salade grecque en plein mois d'août, ce n'est pas toujours facile d'avoir de la salade verte dans son jardin. Si on a un type iceberg, on peut très bien la planter à proximité d'un arbre qui va la protéger en partie de la lumière forte du soleil vers de midi et dans l'après-midi. On peut essayer de mettre les salades. C'est ce que moi j'ai fait. J'ai semé là au bord des salades, j'ai semé sous cet olivier des salades. Je ne sais pas si ça va fonctionner. On m'a dit que c'est difficile ici l'été. L'année passée, je n'en avais pas du tout. Mais voilà, il faut faire ces essais. Il faut essayer d'adapter aussi ces plantes suivant les saisons. Donc non seulement il faut adapter son catalogue, mais il faut aussi adapter, bien évidemment, dans la saison, quand c'est que je plante, quelle variété de plantes et où c'est que je les expose. Plein soleil, mi-ombrage, ombrage, etc. Suivant le moment où je les plante, tout ça est à prendre en compte dans son jardin. Donc ayez de l'ombrage, ayez des places ensoleillées, il y aura un peu de tout pour tout le monde. Peut-être juste un dernier mot avant d'arriver sur la séquence des tests. Un des grands défis qu'on peut avoir au jardin, c'est l'eau. On peut en avoir trop et on peut en avoir pas assez ou on peut en avoir justement juste en suffisance. C'est important d'imaginer que l'eau, c'est quand même vital pour faire un jardin. On peut prendre par exemple l'exemple de la vidéo de Damien Descartes qui a fait il n'y a pas longtemps, où tout d'un coup le pauvre se retrouve avec sa source qui ne fonctionne plus. Tout son planning, alors comme il l'a dit, il a d'autres solutions, il a d'autres idées, mais tout son planning qui avait été fait autour de cette source qui donnait l'abondance, tout d'un coup, elle n'est plus là ou elle est moins présente et ça pose des challenges. Et pour nous, là au centre du Portugal, l'eau, c'est vraiment vital. On a fait ce qu'il faut, on fait aussi en fonction de ce qu'on a et on adapte gentiment notre manière de cultiver en fonction de l'eau, comment on voit son utilisation se passe dans l'année. Je ne veux pas importer de l'eau, je ne peux pas stocker des grandes quantités d'eau dans des citernes pour des questions financières. Déjà, parce que les citernes, ce n'est pas donné. Et deux, ce n'est pas toujours simple à faire. Mais voilà, l'eau, c'est encore un défi et c'est quelque chose qu'il faut évidemment penser dans son jardin. Par exemple, on avait fait cette culture, donc c'est de la sylphie, c'est sa deuxième année. C'est une plante qui est supposée aimer le chaud et puis pas avoir trop peur de la sécheresse. Mais je vois déjà qu'il y a certains défis quand il a fait très sec, très chaud. Il y a quand même une plante qu'il a fallu que je donne tous les 7-8 jours de l'eau. Alors on me dirait, c'est pas beaucoup, mais si vous en avez 1 hectare, comment vous allez fournir l'eau à cette sylphie ici au Portugal? C'est une plante qui va durer plusieurs années, qui est implémentée là pour une quinzaine d'années si elle survit. Moi, elle me fascine par une chose, c'est qu'elle a vraiment entre ses feuilles une capacité à retenir l'eau et l'humidité de la nuit. Alors, un des problèmes que je pense, c'est que là, quand on est vraiment en période chaude, l'humidité elle est tellement faible que le matin, je ne vois pas d'eau dans les petites coupelles. Et je pense que cette plante, une des grandes facultés qu'elle a, c'est de garder l'eau qui lui coule sur les feuilles et de pouvoir la boire. C'est impressionnant, elle est vraiment très spéciale, très jolie à voir comment elle fonctionne. Maintenant, ça va suivre dans les années suivantes et puis surtout maintenant l'été va arriver. Donc si on en vient sur les 10% sur la partie des tests, pourquoi en faire des tests? Alors on peut se dire, mais il faut vraiment que j'ai de la place pour faire des tests. Oui et non. Il faut faire des tests parce que même sur des petites surfaces, on peut par exemple expérimenter des choses que l'on ne connaît pas. Par exemple, faire une culture d'un maïs sur 5 mètres carrés qui va nous produire une polenta. Pourquoi? Parce que j'aime bien la polenta et j'ai commencé un jour par faire des tests, à chercher des maïs qui peuvent me faire une bonne polenta parce que je trouvais un peu ça stupide d'aller chercher de la polenta dont je ne savais pas d'où était la provenance. Ça peut être donc l'idée de se fournir sur certains mets, sur certaines plantes qu'on achète et puis qui finalement poussent bien. Mais par contre, c'est clair, il a fallu apprendre à faire pousser du maïs, le faire sécher. Donc la polenta, c'est pas un maïs sucré, c'est un maïs qu'on va manger en sec. Ici, par exemple, on a le mil. Alors pourquoi on a fait cette plantation de mil? Je suis tombé par hasard sur cette plante. Sur Internet parce que voilà, moi je cherche à faire pousser, nous cherchons à nourrir nos poules avec des grains et je me rends compte qu'ici, sous notre latitude ou notre climat,
Le maïs à polenta, c'est une plante de luxe. C'est une plante qui nécessite tellement d'eau, qui ne supporte pas les UV qu'elle va se prendre la semaine prochaine, que je dois pratiquement l'arroser tous les 2 jours et le doucher le matin suivant pour pas qu'il brûle dans la journée. C'est pour ça que j'essaye de le planter très tôt. Cette année, c'est 200 mètres carrés, c'est magnifique, je trouve ça joli, c'est un joli jouet pour moi. Mais l'année prochaine, je vais réduire cette culture juste pour ma nécessité de ma consommation. Je n'ai pas besoin de plus. C'est un luxe. Par contre, cette plante, elle m'est apparue à peu besoin d'eau. Elle a 4 fois moins d'eau besoin que le maïs. Et en plus, elle vient des latitudes où le soleil est extrêmement fort, tropical, etc. Donc, elle n'a pas peur d'un UV 10, 11, comme on va avoir la semaine prochaine, probablement 9, 10 déjà. Et au juillet, ils arrivent des fois à 11. Donc, elle, plus c'est fort, plus elle apprécie cette plante. Donc, si je ne fais pas de test, comment est-ce que je vais réussir à produire cette quantité énorme de graines qu'il me faudrait pour 10 poules? 400 kg de grains, ça en tout cas pas le maïs. Le blé, ben, vous avez vu la vidéo, ça n'a pas été facile. Puis le blé, si j'en fais, je préfère le manger que le donner aux poules. Mais qu'est-ce que je vais donner aux poules? Ben voilà, dans certains pays en Afrique, par exemple au Sénégal, je ne sais pas encore d'où ils plantent le mil de 60 jours, ils nourrissent sûrement pas leurs poules avec du blé et du maïs, mais plutôt avec des plantes comme ça. Et si j'arrive à nourrir mes poules avec quelque chose qui poussera plus facilement ici, alors tant mieux. Quand on fait des tests avec des plantes, si elles sont vraiment un peu, entre guillemets, bizarres, attention dans ce que je veux dire, pas connues dans la région où vous êtes, pourquoi? Il faut aussi peut-être s'inquiéter, est-ce qu'elles sont invasives, est-ce qu'elles sont toxiques? Elles peuvent être toxiques, peut-être le feuillage. Si par exemple on met du ricin, ben, à peu près tout est toxique, sauf l'huile hein, de ricin. Mais voilà, il faut aussi un petit peu se renseigner, qu'est-ce qu'on va planter comme plante. Pour savoir un peu les tests qui vous intéressent de faire, faites un tour sur les sites de semences parce que tout d'un coup, ils ont soit des nouveautés, soit ils proposent des plantes que vous ne saviez même pas que ça existe. C'est aussi comme ça que moi, je passe une partie de ma saison hivernale pour savoir ce que je pourrais faire comme test supplémentaire. J'étais tombé sur le teff, j'étais tombé sur le mil de cette manière. Et là, le mil, alors c'est sûr, elle aime le sol où elle se trouve, elle aime le soleil qu'il y a ici au Portugal et elle n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Quand je la regarde sous ce soleil chaud, je me dis, mais elle doit souffrir. Mais en fait, elle est là, plus, j'adore. Et ça, c'est quelque chose de génial. Voilà, une belle découverte. Donc, faire des tests permet d'avoir, bien évidemment, des succès, puis permet aussi d'avoir des choses qui sont un petit peu plus compliquées, comme on va le voir maintenant. Lorsque j'avais acheté les graines de teff et que je m'étais renseigné, j'avais mis pas mal d'espoir sur le teff, parce que je pensais que c'était simple à faire pousser et deux, que ça allait bien pour le climat du Portugal. Mais je me suis vite rendu compte qu'en fait, malgré qu'il n'a pas peur du chaud et du sec, quand il fait trop sec, s'il n'a pas assez d'eau, il stoppe sa croissance. Il ne devient pas jaune, il reste beau vert, mais il stoppe sa croissance. Donc en Éthiopie, d'où il vient, il est plutôt planté pendant la saison, entre guillemets, fraîche, en altitude, et surtout pendant une saison où il va pleuvoir, assez souvent, peu, mais assez souvent. Et le teff a quand même passablement besoin d'eau. Donc, ce n'est pas une plante. Moi, j'avais mis ça, pas tellement dans l'idée de le manger, mais de créer en fait une paille qui est très agréable. Alors, elle est fantastique. Je vous recommande la paille et je sais que c'est quelque chose de génial pour les chevaux, par exemple. J'avais fait ça justement un peu pour les poules, pour faire litière, pour faire pousser de la matière organique pour mon jardin. C'est quelque chose que je vais devoir adapter en fonction de la saison, plutôt septembre et plutôt très tôt, dès que je peux au printemps. Parce que cette année, encore une fois, j'ai été trop enthousiaste, j'ai semé au mois d'avril. L'année passée, je l'avais semé au mois d'avril, mais en pépinière. Cette année, je l'ai semé directement en terre. Le printemps, il a été un peu moins beau que celui de l'année passée et la germination a été catastrophique. Il a fallu attendre, alors j'ai abandonné au bout d'un moment, il a fallu attendre la pluie du 9 juin et le soleil qui était suffisant pour faire germer les pauvres petites graines qui n'ont pas été mangées par les fourmis qui se trouvaient là. Et tout d'un coup, le teff, il apparaît. Donc voilà, quand on fait des tests, parfois ça ne marche pas comme on veut. On doit adapter encore une fois. Et puis on apprend à connaître la plante que l'on sème. Et le teff, voilà, je n'abandonne pas, mais je vais m'assurer que je fasse plus juste l'année prochaine. Alors là, on est vers un de mes grands rêves. C'est d'avoir un avocatier. Parce que j'ai toujours tellement trouvé dommage que les avocats viennent du bout du monde pour qu'on puisse les consommer, que j'en mange plus. Alors on a essayé
On s'est dit chic là au Portugal, on va pouvoir planter des avocatiers qu'on vend un peu partout dans les pépinières. Mais malheureusement, l'avocatier 1, il n'aime pas trop le froid. Peut-être la variété Fuerte, ça pourrait être meilleur que la variété As. Mais ce qu'il n'aime pas au Portugal, c'est les hivers humides et les étés secs. Donc on a des hivers humides et des étés très secs. Il a peur du sec et des UV qui sont extrêmes. Il a plutôt, je pense, dans son environnement d'origine, il vit plutôt un peu à l'abri de la canopée des grands arbres. Alors, les 2 premiers qu'on a plantés sont presque morts. Il est resté celui-là qui est reparti juste en dessus du point de greffe. Je me suis dit, je vais le planter à l'abri des asigneros, de ces chênes. Comme ça, l'été, à plein midi et l'après-midi, il est protégé par la canopée. L'hiver, il lui tombe pas de gelée au sol sur son feuillage. Et puis, il est quand même dans une zone qui est bien drainée. Je l'ai mis un peu en hauteur parce qu'en plus de ça, il est extrêmement sensible à l'eau qui stagne sur ses racines. C'est ce qui l'a fait mourir là-haut. La première hiver était tellement humide et il a plu pendant 1 mois que ça a tué les arbres. Alors voilà, des fois on veut s'obstiner. J'ai dit que je ne voulais pas plus m'obstiner. Je l'ai mis ici. Maintenant, j'ai dit j'achète plus d'arbres. On a planté 2-3 noyaux d'abricotiers. J'essaierai de greffer, d'avocatiers. Ouais, j'ai dit quoi? Ah, d'avocatiers. 2-3 noyaux d'avocatiers pour que je puisse peut-être faire des essais de greffage et pouvoir en implémenter d'autres si ça fonctionne sous cette canopée. Mais voilà, j'y consacre du temps, de l'énergie. J'y pense en dormant à mon avocatier. Mais voilà quelque chose où je ne vais pas consacrer plus que ça parce que ça va peut-être jamais aller, j'aurai jamais d'avocat. Mais le jour où j'en mange un, je vous assure, vous le verrez. Parce que ça fait tellement longtemps qu'on attend un premier avocat. Alors on va bien voir. Alors, par rapport à tous les défis et les climats, ce qui est toujours bien, et je le répète souvent dans les vidéos, ce qui est toujours bien, c'est d'avoir toujours suffisamment de plantes, soit pour planter directement après une récolte, par exemple ces oignons, quand ils seront récoltés, qu'est-ce que je vais mettre derrière? De la salade, je ne sais quoi, ça va dépendre du timing dans la saison. Ayez suffisamment de plantes en avance pour planter lorsque vous ferez des récoltes, et ayez toujours suffisamment de plantes pour peut-être essayer de récupérer des choses qui vont mal. Maintenant, si vous avez encore, par exemple, des petits concombres, vous pouvez encore les planter maintenant. Ce que vous pouvez encore semer, c'est peut-être des haricots nains. Ça va encore bien fonctionner pour ce qui est des légumes de chaleur. Pour le reste, suivant où vous êtes, ça devient gentiment compliqué de semer certaines choses. Après, maintenant, ça lance aussi une nouvelle saison. C'est le moment de lancer les endives et les chicorées. Donc, par exemple, les rouges de Vérone, ces salades qui ont besoin de beaucoup de temps pour arriver à maturité. Les endives, ça sera pour récolter les racines avant les grandes gelées, avant les gelées. Mais ça, c'est le moment de faire. À la fin du mois de juin, à la fin du mois de juillet, excusez-moi, vous pouvez commencer aisément à semer les salades. Que si le mois d'août est très chaud, etc., vous pouvez quand même mettre un petit peu à l'ombre. Mais les salades, c'est le moment de les mettre, de penser à ça. Si vous loupez ce stade, vous aurez toute une partie de la fin d'été où vous vous retrouverez éventuellement avec un manque dans le jardin. C'est aussi le dernier moment pour semer les carottes. S'il fait chaud finalement au nord, profitez de faire la technique avec le carton, comme j'avais fait dans une vidéo, un short. Ça fonctionne. Ici, je fais germer des choses par 35 degrés en plein soleil. Ça fonctionne très bien. C'est aussi le moment maintenant, courant juillet, par exemple, de mettre du fenouil. C'est aussi un légume qui a besoin de temps. Vers la mi-juillet ou dès maintenant, vous pouvez commencer à soit le semer en ligne directe, soit le mettre en godet. Le fenouil, il préfère le semi-direct, il est un petit peu fragile à la transplantation. Pas autant, la carotte c'est impossible, mais quand même, le fenouil, c'est mieux de le mettre en terre si vous pouvez. Ça marche également avec le carton, je l'ai testé là, magnifique, c'est 100% de levée, où là c'était un tapis. Et puis, les choux, quand vous les avez, si maintenant vous avez planté les choux, faites attention aux altises, faites attention aux papillons blancs. Les altises, elles ne vous avertiront pas quand elles arrivent. Quand vous arrivez, tout d'un coup, il y a des trous partout, c'est difficile de les récupérer. Faites des protections, ensuite surveillez vos altises. Et puis, voilà, vers la fin de mois, suivant où vous êtes, je dirais moi au nord de Lyon, plus au sud, c'est encore un peu tôt. Pour mettre les choux chinois, vous pouvez semer les choux chinois.
vous pouvez commencer à semer les choses un peu plus délicates comme le pok choy, le chou chinois. Ça peut commencer, mais vraiment, partie nord, les zones un peu plus fraîches. Sinon, le soleil il est encore trop violent au sud, il va vous faire monter directement en graines. Voilà un petit peu ce qui est pour la liste des choses à semer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, on vous souhaite une excellente semaine. J'espère que vous aurez du soleil et enfin du chaud. Et puis, profitez bien de votre jardin et à tout bientôt. Au revoir.